Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Code Bloodfield. Si c'est votre première visite ici, préparez-vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui pourrait bien vous empêcher de dormir. Et si vous êtes un habitué, attachez votre ceinture car l'affaire d'aujourd'hui est l'une des plus dérangeantes et incompréhensibles que l'Europe ait jamais connue. Imaginez-vous en train de vous promener dans Paris, la ville lumière, berceau des chansons d'amour, des expositions d'art et de l'odeur du pain chaud flottant dans l'air. Mais au cœur même de cette ville romantique, un homme a discrètement aspiré le sang de cadavres, mangé de la chair humaine et collectionné des ossements comme s'il s'agissait d'œuvres d'art. Il ne vient pas du Moyen Âge. Ce n'est pas non plus un personnage de film hollywoodien. Il a vécu au XXe siècle, avait un emploi, un logement, des amis. Mais derrière la porte de son appartement se cachait un véritable enfer, un endroit où la mort était vénérée et l'humanité sacrifiée sur l'autel d'un plaisir morbide. Son nom, Nicolas Clos. Et pour les médias, il est devenu le vampire de Paris. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement raconter les faits, nous allons plonger dans l'esprit du tueur, dans les zones d'ombre de la société et poser une question troublante. Était-ce un malade mental à plaindre, ou un monstre parfaitement lucide qui a su manipuler la justice pour échapper à sa punition? Êtes-vous prêts? L'affaire commence par un enfant obsédé par la mort. Partie 1 d'un enfant fasciné par la mort. Pourquoi tu dessines encore des têtes de mort, Nicolas? Demanda sa mère, sans colère, mais avec une pointe d'inquiétude en feuilletant le cahier de son fils, couvert de crânes et de squelettes. Le garçon de 10 ans leva les yeux, le regard vide. Je ne sais pas. Je les trouve beaux. Paris, année 1980. Dans un petit appartement, Nicolas Clos, un enfant taciturne, aux yeux cernés et au regard lointain, commence à montrer les premiers signes d'un esprit troublé. Alors que ses camarades jouent aux billes, font du vélo ou parlent de super-héros, Nicolas passe ses journées à feuilleter de vieux manuels de médecine, à observer des images médico-légales et à se passionner pour les rites funéraires. Pour lui, ce n'était pas de l'horreur, c'était de l'art. Enfant, le sang ne me faisait pas peur. Il m'attirait, racontera-t-il plus tard dans une interview. La mort ne m'effrayait pas. Elle m'intriguait. Comme si les cadavres détenaient un secret éternel. Personne ne s'inquiète vraiment. Ses professeurs le considèrent comme un élève discret, un peu étrange. Ses parents, quant à eux, sont trop occupés et pensent que leur fils traverse juste une phase adolescente. Aucune consultation psychologique. Aucune évaluation. Personne ne s'interroge quand Nicolas dessine des morts au lieu de dessiner des arbres, regarde des films de meurtre au lieu de dessins animés, ou lit de l'anatomie humaine comme on lit une bande dessinée. Avec le temps, son univers intérieur devient plus sombre. Il commence à fréquenter les cimetières, d'abord pour s'asseoir, seul, dans le silence. Puis, il y va avec un appareil photo, prend des clichés de tombes et imagine les visages des défunts enterrés dessous. Ce n'est plus de la curiosité d'enfant. C'est de l'obsession. Beaucoup de criminels tristement célèbres ont un point de départ commun, une enfance émotionnellement négligée, un entourage qui ne remarque rien, et un glissement progressif vers l'inhumain. Pour Nicolas Clos, c'est encore plus glaçant parce que la société autour de lui était complètement aveugle face aux signaux d'alerte. Posez-vous cette question, si votre enfant parle constamment de la mort, ramène des photos de tombes à la maison et vous dit que les cadavres ne font pas peur, quelle serait votre réaction? Probablement consulter un spécialiste. Mais pour Clos, cela n'est jamais arrivé. J'ai grandi dans le silence, dira-t-il. Personne ne posait de questions. Personne ne m'a appris où étaient les limites. Et c'est là le cœur de cette première partie de l'affaire, un enfant glissant dans les ténèbres, pendant que tout le monde garde les yeux fermés. Partie 2, la morgue, la porte d'entrée vers l'enfer mental.
Cet endroit est froid, silencieux et personne ne m'y dérange. Dans la mort, je vois une pureté que les vivants ne pourront jamais atteindre. » Extrait du journal de Nicolas Clos. En 1994, Nicolas Clos a 22 ans. Maigre, silencieux, cheveux longs, toujours vêtu de noir. Personne ne pouvait imaginer que ce jeune homme fraîchement embauché comme aide technique dans un hôpital public parisien deviendrait un jour l'un des tueurs les plus dérangeants de France. Son travail n'était pas compliqué. Il devait transporter les cadavres, assister à leur enregistrement et surtout garder le silence. La morgue où il travaillait se trouvait au sous-sol, sans fenêtre, éclairée par des néons blafards et le bourdonnement constant des chambres froides. Un endroit que la majorité des gens fuiraient. Mais Clos, lui, s'y sentait chez lui. Dès le premier jour, il fut fasciné par la beauté macabre de ce lieu. Clos a plusieurs fois publié sur son blog des phrases énigmatiques comme « Personne n'aime la mort. Moi, je ne l'aime pas non plus, je la désire. » Obsédé dès l'enfance par le sang, les cadavres et la destruction physique, il se retrouvait maintenant au cœur même de ses fantasmes. Au début, il suivait les procédures. Noter les informations sur les défunts. Transporter les corps. Nettoyer et désinfecter les outils. Mais rapidement, Clos commença à rester seul après son service. Personne ne s'en inquiétait. Qui se méfierait d'un employé discret, efficace, toujours poli? La nuit, il n'y avait plus que lui et les morts. Un soir d'hiver, Clos racontera plus tard qu'il n'a pas pu résister à une envie incontrôlable. En face de lui, le corps d'un homme, récemment autopsié, encore ouvert. Il met ses gants, prélève un peu de sang et le boit. Froid. Métallique. Et pourtant étrangement vivant. Écrit-il dans ses carnets. Ce ne fut que le début. Clos s'habitua à goûter au sang des morts, parfois prélevé directement dans les veines, parfois recueilli dans les poches thoraciques. Il conservait aussi des fragments d'os, dents, phalanges, morceaux de crâne des parties souvent négligées par les équipes. Pour lui, ce n'étaient pas des restes. Il les appelait les silencieux. De retour chez lui, Clos organisait tout minutieusement. Les os dans des boîtes, les fioles de sang dans un frigo séparé. Les murs étaient couverts de dessins morbides, de photos de scènes de crime et de citations sataniques écrites en lettres rouges. Dans sa cuisine, il gardait un congélateur dédié, rempli de poches de sang et de morceaux de chair humaine récupérés au travail. Un soir, il a même fait fondre de la graisse humaine dans une poêle, goûtant une goutte comme un chef testant une nouvelle recette. Dans son journal, il écrivait « Le goût du gras humain ressemble à l'agneau, mais avec une touche profondément humaine. Une conversation qui glace le sang. » Un jour, il invita un ami gothique chez lui. Cet ami, pensant visiter un passionné d'horreur fictive, fut immédiatement après avoir vu les souvenirs dans la vitrine. L'ami, t'es malade. C'est VRAI ce que je vois. Clos calme, je ne suis pas malade. Je suis fidèle à ma nature. L'ami, tu devrais consulter un psy. Clos, non. Ce qu'il me faut, c'est un monde sans hypocrisie. Ici, il n'y a que moi et eux. Eux, au moins, ne mentent plus. L'ami coupa tout contact. Mais il ne parla à personne. Qui pouvait vraiment croire ce qu'il avait vu? Clos n'était pas schizophrène. Il n'avait pas d'hallucination. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Ce qui le rend terrifiant, c'est qu'il n'était pas fou au sens médical. Il était lucide, intelligent, méthodique. Un homme avec une morale inversée, qui avait choisi de céder à ses pulsions. Ce n'était pas un accident. C'était une évolution. Mais voilà, observer la mort ne suffisait plus. Pour Clos, il était temps de la provoquer. Partie 3,
de l'ombre de l'esprit au sang versé. Je voulais toucher la mort, la sentir s'échapper d'un autre corps. Quand je poignardais, j'avais l'impression de libérer leur âme. Nicolas Clos, déclaration après son arrestation. Nicolas Clos ne tuait pas par colère, ni par vengeance, ni pour l'argent. Il tuait parce qu'il était poussé par une pulsion primitive, un besoin viscéral de contrôler la vie et la mort. En lui, aucune peur, aucun remords, aucune nausée, seulement une curiosité morbide et une fascination pour l'interdit. Alors qu'il travaillait à la morgue, Clos avait développé une obsession pour le sang et les corps ouverts. Mais cela ne suffisait plus. Il ne voulait plus observer, il voulait agir. Il voulait devenir la mort. Sa première victime fut Michel Foussereau, 34 ans, vivant seul dans un petit appartement du 9e arrondissement de Paris. Homosexuel discret, Michel fréquentait régulièrement les quartiers chauds de Pigalle. Pour Clos, c'était une proie idéale, isolée, peu de proches, presque invisible. Un soir d'octobre 1994, Clos arpentait les rues de Pigalle avec un petit couteau dissimulé dans son sac à dos. Il croisait Michel devant un bar, cigarette à la main. Il engagea la conversation avec aisance. « Clos, la nuit est sombre, non. » Michel souriant, « Tu aimes l'obscurité ?» Clos fixant son regard, « Je vis dedans. » Le courant passa. Clos était charmant, cultivé, énigmatique. Michel, curieux et peut-être un peu seul, l'invita chez lui. Le petit appartement sentait le tabac froid. Les rideaux épais bloquaient toute lumière extérieure. Un cadre parfait pour ce qui allait arriver. Après quelques échanges, Michel se rendit à la cuisine pour chercher du vin. Clos, silencieux, ouvrit discrètement son sac, saisit le couteau et s'approcha lentement. Il planta la lame dans le dos de Michel. Celui-ci cria, mais l'isolation de l'appartement fit taire l'écho. Clos continua plusieurs coups, précis, maîtrisés comme un boucher expérimenté. 7 coups au total. Le sang éclaboussa sa chemise. Il ne trembla pas. Il respira profondément, savourant la vie, quittant lentement ce corps. Plutôt que de paniquer, Clos resta étrangement calme. Il traîna le cadavre dans la salle de bain, le déshabilla, puis ouvrit la poitrine avec son couteau. Il récolta le sang encore chaud dans un verre. Il le contempla longuement sous la lumière, puis en but quelques gorgées. Pas pour le goût, mais pour le rituel. Pour Clos, c'était une communion avec la mort, une manière d'initier son vrai moi. Ensuite, il fouilla l'appartement. Non pas pour voler, mais pour prendre des souvenirs. Un briquet, une photo, un petit objet, des trophées morbides à garder. Contrairement à beaucoup de tueurs organisés, Clos ne prit pas la peine de tout nettoyer. Il essuya rapidement le sang avec un torchon, jeta quelques affaires et repartit sans précipitation. Ce manque de précaution déconcerta les enquêteurs. Le crime était trop méthodique pour être impulsif, mais trop négligé pour être planifié. Clos tuait par volonté rituelle, non par nécessité. 3 jours plus tard, le corps de Michel fut découvert. L'appartement était une scène de carnage. Rien n'indiquait un cambriolage, ni une agression sexuelle, ni un mobile classique. Aucun mobile, aucune trace ADN. On pensait à un déséquilibré très discret. Un enquêteur de l'affaire. Après le meurtre, Clos rentra chez lui, lava ses vêtements, rangea ses trophées, puis reprit le travail à la morgue comme si de rien n'était. Le lendemain, il plaisanta même avec ses collègues. À l'extérieur, il restait le jeune employé discret et cultivé amateur de métal et de bande dessinée. Mais à l'intérieur, il venait de franchir une ligne irréversible. Partie 4. Une descente aux enfers, meurtre rituel, sang et confession glaciale.
Si le meurtre de Michel Foussereau a été la porte d'entrée dans une obsession morbide, ce qui a suivi n'était rien d'autre qu'une chute libre dans la folie. Nicolas Clos ne s'est pas arrêté. Au contraire, il est devenu plus audacieux, plus sinistre et totalement déconnecté de toute morale. Après son premier meurtre, Clos n'a ressenti ni remords, ni peur. Il a plutôt ressenti de l'euphorie. Le sentiment de libérer une âme était pour lui un plaisir addictif. Dès lors, il a commencé à errer la nuit, cherchant des proies, des hommes seuls, vulnérables ou tout simplement ceux qui attiraient son attention. Chaque victime faisait partie d'un rituel unique, de l'approche au meurtre. Tout était minutieusement orchestré par Clos comme s'il célébrait une messe macabre. Ce qui a glacé les enquêteurs, c'était la façon dont il traitait les corps. Il buvait le sang frais sur place. Il incisait les corps comme dans un rituel sacrificiel. Il emportait des fragments humains, ongles, mèches de cheveux, petits os, en guise de souvenirs. Il murmurait à l'oreille des cadavres, comme s'ils communiquaient avec leurs âmes. Dans ses aveux, il dira froidement: « Je ne suis pas un meurtrier. Je suis un passeur d'âmes. » Pendant ce temps, Nicolas Clos menait une vie apparemment normale. Il travaillait dans une morgue, un emploi parfait pour masquer ses obsessions. Poli, calme, cultivé, il ne soulevait aucun soupçon. Il lisait des ouvrages médicaux, philosophiques, des romans noirs, mais aussi des textes sur le vampirisme. Ce n'était pas une simple obsession. Il se croyait littéralement l'incarnation d'un être supérieur, chargé d'une mission macabre. Mais sa discrétion ne pouvait durer éternellement. Quelques mois après le premier meurtre, les policiers ont relevé des similarités troublantes entre plusieurs scènes de crime. Toutes les victimes étaient des hommes seuls. Le mode opératoire, coups de couteau multiples, sang abondant, mais peu ou pas de vol. Des objets personnels disparus, sans grande valeur monétaire. Au départ, les enquêteurs ont pensé à un crime passionnel dans le milieu homosexuel, mais les indices suggéraient une toute autre motivation froide, rituelle, presque inhumaine. Clos en venait à tuer sans mobile clair, juste par désir. Il pouvait suivre un inconnu simplement parce qu'un regard l'avait dérangé, puis frappé. Un jour, il a même exhumé un cadavre dans un cimetière, uniquement pour prélever des cheveux et un os. Son appartement devenait peu à peu un musée de l'horreur, crânes décoratifs côtoyant de vrais ossements, photos de condamnés à mort, bougies noires, croquis anatomiques et un verre spécial réservé au sang. Sa chute commence par une erreur. Une caméra de surveillance capte une partie de la plaque d'immatriculation de sa moto près d'une scène de crime. En recoupant les données, la police découvre qu'elle appartient à un employé de morgue sans antécédent, mais à la vie plutôt solitaire. La surveillance commence. Et en novembre 1994, un mandat de perquisition est signé. Ce que les policiers découvrent est inimaginable. Des murs couverts de photos de cadavres, de citations sur la mort, de symboles occultes. Dans les tiroirs, vêtements tachés de sang, objets appartenant aux victimes, instruments tranchants, dessins de scènes de torture, et surtout un carnet détaillant chaque rituel. Plus de doute, le vampire de Paris n'était pas une légende urbaine. Il était bien réel. Partie 5, le procès choc quand un cannibale justifie ses crimes. Après la perquisition macabre de l'appartement de Nicolas Clos, la police n'avait plus de doute. Elle faisait face à un individu bien plus dangereux que n'importe quel criminel classique. Mais l'arrestation n'était que le début. Le plus terrifiant allait venir à travers les aveux glaçants de Clos et son attitude glaciale face à la justice. Le procès de Nicolas Clos s'ouvre en 1997, attirant l'attention des médias français et internationaux. Toute la France est sous le choc, un vampire réel, un homme buvant du sang, mangeant de la chair humaine et collectionnant des ossements, a vécu tranquillement dans le cœur même de Paris.
Devant les juges, Claude n'exprime aucun remords. Pire encore, il se montre froid, calculateur, presque fier de ses actes. Je ne tuais pas pour voler. Je le faisais pour me sentir vivant. Nicolas Clos, devant la cour. Une question essentielle entre le procès. Clos est-il fou? Des experts psychiatres sont appelés à évaluer son état mental. Leurs conclusions glacent le sang. Il n'est pas délirant. Il connaît la gravité de ses actes. Il planifie, cache et manipule comme un criminel rationnel. Autrement dit, il n'est pas fou. Il est pleinement conscient et a délibérément choisi le mal. Il présente une déviance morale extrême, mais ne souffre d'aucune maladie mentale. Constat d'un expert psychiatre. Au fil des audiences, Claude décrit en détail ses actes. Comment il a drainé le sang, ouvert les cadavres, prélevé les os, et parfois même parlé avec les corps. Il affirme que la mort l'obsède et que chaque meurtre est pour lui une expérience spirituelle, une façon d'approcher le sacré. Il ne tue pas par haine, pas par vengeance. Il tue par fascination de la mort, par désir de la posséder. Une partie du public voit en Clos le produit d'une société déréglée, saturée d'images violentes, de films gore et de contenus extrêmes sur Internet. Mais la majorité le considère comme l'incarnation du mal à l'état pour un être lucide, intelligent et totalement dépourvu d'empathie. Finalement, Nicolas Clos est condamné à 12 ans de prison pour meurtre avec préméditation, ainsi que pour profanation de sépulture et atteinte à l'intégrité de cadavres. Au moment du verdict, il sourit. 12 années seulement pour des crimes aussi atroces? La société s'interroge, la justice est-elle vraiment à la hauteur face à une telle noirceur? En prison, Clos écrit des livres, vend ses dessins et devient un personnage connu dans les cercles gothiques sous le nom de Nicolas le Vampire. Des lettres de fans, parfois même amoureuses, lui parviennent de partout dans le monde. Comment est-ce possible? Un meurtrier cannibale devient une célébrité underground, pendant que les familles de victimes sombrent dans l'oubli. Et cela nous mène à la dernière question. Sommes-nous en train de glorifier le mal, au point de créer les futurs Nicolas Clos? La réponse vous attend dans la dernière partie. Partie 6. Et si nous élevions les ténèbres sans le savoir? L'affaire Nicolas Clos ne se résume pas à un simple tueur marginal, ni à un vampire moderne errant dans les rues de Paris. C'est le reflet glaçant d'une société où la frontière entre la fascination morbide et la déviance réelle devient de plus en plus floue. Clos était-il un monstre né ainsi, avec le mal dans les veines? Ou bien un enfant abandonné, ignoré, nourri par les images violentes et les récits de mort qu'on banalise chaque jour un peu plus? Nous sommes choqués par ces crimes, mais n'est-ce pas aussi nous qui avons contribué à le rendre célèbre, derrière les barreaux? Ironie du sort, un homme qui a bu du sang humain, disséqué des cadavres et tué sans remords est devenu un artiste underground, un phénomène sur Internet, une voix écoutée. Dans un monde où tout devient contenu, même le pire. Avons-nous transformé le mal en spectacle? L'affaire Nicolas Clos ne nous glace pas seulement par l'horreur de ses actes. Elle nous force à poser cette question terrifiante. Combien d'autres Nicolas Clos sont en train de se former, silencieusement, sous nos yeux, dans nos écoles, nos rues, nos écrans? Et si le mal portait aujourd'hui des habits d'artiste, de marginal stylé, d'âme torturée? Serions-nous encore capables de le reconnaître à temps? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette affaire troublante et digne de réflexion, pensez à liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines affaires tout aussi glaçantes. Qu'avez-vous pensé de l'affaire Nicolas Clos? Je vous lis dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonne nuit. Si vous le pouvez.